Bonjour, troisième cours de culture scientifique, partie 8.3, une histoire des mathématiques, l'hypothèse de Riemann, la troisième et dernière partie. Donc on va revenir au problème d'origine, la répartition des nombres premiers. Donc on repart de l'approximation proposée par Bernard Riemann, notée RI de x. On a un zoom entre 0 et 200 pour les entiers, et on voit le nombre sur l'axe des ordonnées du nombre de nombres premiers. Donc on voit bien que les approximations successives ne sont pas super, sauf RI de x qui passe parfaitement, mais au milieu de cette courbe en marge d'escalier, mais elle n'est pas en marge d'escalier. On ne peut donc pas utiliser cette fonction pour deviner à l'avance où vont se trouver les nombres premiers. Il faudrait pouvoir déterminer une fonction qui aurait la structure en escalier de façon à pouvoir prédire la localisation des nombres premiers. Ce que Riemann a découvert, c'est une fonction qui a cette forme et qui est une simple modification de la fonction RI de x. Extraordinaire. Donc on part de la fonction RI de x et on lui apporte des petites déformations, des petites corrections. Ces corrections s'expriment aussi à partir de la fonction RI de x. Donc d'abord, on va s'intéresser aux zéros pour lesquels la fonction zeta s'annule. Vous vous souvenez, on avait vu les points pour lesquels cette fonction zeta s'annule. Donc les zéros. Les corrections, eh bien on calcule la fonction de Riemann RI de x pour les valeurs de x à la puissance z et z représentant les zéros de la fonction zeta. Incroyable. Chaque zéro apporte une petite correction à la fonction RI de x. Première correction. Deuxième correction, vous voyez RI de x à la puissance z-1 que l'on soustrait RI de x, et etc. Donc troisième correction, chaque zéro apporte une petite correction à la fonction RI de x. Donc maintenant, regardez le résultat. Là, on a utilisé 0, 0. On ne corrige pas la fonction RI de x. Et on constate que la courbe n'est pas en marge d'escalier. 4 0. C'est intéressant, ça modifie cette courbe en rouge. 12 0, 29 0, 44 0, 62 0, 137 0, 596 0, 1070 0. Incroyable. Ce qu'a démontré Bernard Riemann, c'est que si on connaît tous les zéros de la fonction zeta, en faisant toutes les corrections, on tombe exactement sur la fonction de répartition des nombres premiers avec la structure d'escalier. Génial. Donc, revenons encore à l'hypothèse de Riemann. On a montré que toutes les valeurs de S égales à -2, -4, -6 annulent la fonction zeta. Ces valeurs sont nommées les zéros triviaux. Maintenant, tous les zéros non triviaux de la fonction zeta sont sur la droite critique, avec pour valeur sur l'axe des réels 0,5, 1,5, ce qu'on appelle la droite critique. Donc on comprend mieux maintenant ce qu'est l'hypothèse de Riemann. Les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann ont pour partie réelle 1,5. Incroyable. Donc, est-ce que l'affirmation que tous les zéros non triviaux se trouvent sur la droite critique? On en a trouvé aujourd'hui des dizaines, 10 000 milliards. Incroyable. Mais on attend toujours la preuve qu'ils se situent tous sur cette droite critique. Alors maintenant, l'importance de la connaissance des nombres premiers aujourd'hui. Pourquoi on s'intéresse toujours à ça? Le code RSA. Alors, il existe un théorème fondamental de l'arithmétique qui nous dit que tout entier si strictement positif peut être écrit de façon unique comme un produit de nombres premiers à l'ordre près des facteurs. Je prends 8, 2 fois 2 fois 2. 9, 3 fois 3, 10, 2 fois 5. Vous voyez, c'est que des nombres premiers. Alors, on revient sur une autre figure qui est assez jolie. On prend 14, 7 fois 2. D'accord. Et depuis que les nombres premiers ont une place de choix en cryptographie, le code RSA, on les prend très au sérieux. Qu'est-ce que c'est que ce code RSA? Donc, c'est ce qui protège nos cartes bancaires, nos transactions, nos communications. La factorisation d'un nombre entier en facteur premier est très importante car c'est sur cette factorisation que se base un certain nombre d'algorithmes de cryptographie, comme par exemple l'algorithme RSA, très utilisé. Donc, chiffrer des données aujourd'hui. À chaque fois que vous faites un achat sur Internet, votre navigateur et le site du vendeur doivent échanger une clé pour chiffrer les informations qui seront transmises. Avec le chiffrement symétrique, les interlocuteurs utilisent la même clé. Dans le cas du chiffrement asymétrique, tel RSA, une clé publique sert à chiffrer les messages, une autre est gardée secrète pour les déchiffrer. On prend un exemple. Chiffrement symétrique. On dit toujours Alice et Bob dans ces domaines. Alice chiffre son message avec une clé et le transmet à Bob. Donc on voit Alice avec sa clé privée, il y a un canal sécurisé, elle transmet à Bob. Donc le texte clair original, canal non sécurisé, texte chiffré, texte clair. Il chiffre son message avec une clé qui la transmet à Bob. Donc elle envoie son message par un canal non sécurisé, alors que la clé, elle l'envoyait par un canal sécurisé. Donc si quelqu'un intercepte le message, celui-ci sera illisible. Alice donc a chiffré son message,
si quelqu'un l'intercepte, il est illisible. Pour retrouver le message en clair, Bob utilise la même clé envoyée par Alice, mais sur un canal caché et sécurisé. L'inconvénient du chiffrement symétrique, c'est qu'il ne peut fonctionner sans un second canal sécurisé. Maintenant, le chiffrement asymétrique RSA. Bob, le destinataire du message, définit deux clés. Une clé publique, un très grand nombre, qu'Alice utilise pour chiffrer son message, et une clé privée, deux nombres premiers dont le produit est égal à la clé publique, que Bob utilise pour déchiffrer. Voilà. Le chiffrement asymétrique RSA permet de communiquer même si le canal de communication n'est pas sécurisé. Donc le chiffrement asymétrique est fiable dans la mesure où les ordinateurs classiques ne peuvent factoriser des grands nombres. Pour craquer un code RSA, il suffit de trouver la décomposition en facteur premier d'un très grand nombre, par exemple, oulala, très très grand nombre. Il faudrait un temps extrêmement long au plus puissant des ordinateurs classiques pour trouver le résultat, mais pas avec un ordinateur quantique doté de l'algorithme quantique de Shor. Regardez le nombre sur la gauche, nombre d'opérations nécessaires, le nombre de chiffres de l'entier à factoriser. On voit bien que l'algorithme quantique de Shor qui tournerait sur un processeur quantique irait beaucoup plus vite. Il a besoin de beaucoup moins d'opérations. Voilà. Eh bien, le plus grand nombre décomposé en facteur premier sur un processeur quantique aujourd'hui avec l'algorithme quantique de Shor, vous voyez, c'est un nombre très modeste. C'est absolument pas un nombre avec lequel on code, mais l'algorithme quantique tournant sur un processeur quantique de plus en plus puissant, qui connaît l'avenir. Eh bien, je vous remercie. Au revoir.